Le droit et la justice constituent les fondements de toute société organisée. Explorons ces concepts essentiels qui régissent nos vies quotidiennes. Commençons par définir le droit. Le droit est l'ensemble des règles qui organisent la vie sociale et régulent les rapports entre individus et institutions. Le droit se divise en deux grandes catégories fondamentales. D'une part, le droit positif qui comprend les lois en vigueur dans un État donné. D'autre part, le droit naturel qui repose sur des principes universels. Cette distinction fondamentale entre droit positif et droit naturel traverse toute l'histoire de la pensée juridique. Elle soulève des questions essentielles sur la source et la légitimité du droit. Passons maintenant à la justice. La justice présente une double dimension. Elle est à la fois un idéal moral d'équité et une institution concrète chargée d'appliquer la loi. Cette dualité de la justice soulève une question fondamentale. La justice se réduit-elle à la simple application du droit, ou existe-t-il une justice qui transcende les lois positives? Cette introduction pose les bases de notre réflexion. Le droit et la justice, bien qu'intimement liés, ne se confondent pas. Leur relation complexe sera au cœur de notre exploration des théories juridiques et morales. Pour Aristote, la justice représente bien plus qu'une simple règle de droit. Elle constitue la vertu suprême, celle qui englobe toutes les autres vertus dans nos relations avec autrui. Selon Aristote, la justice se distingue des autres vertus car elle ne concerne pas seulement l'individu lui-même, mais ses relations avec les autres membres de la société. C'est une vertu essentiellement relationnelle. Aristote distingue deux formes principales de justice. La première est la justice distributive, qui concerne la répartition équitable des biens, des honneurs et des charges selon le mérite de chacun. La seconde forme est la justice corrective, qui intervient lorsqu'un tort a été commis. Elle vise à rétablir l'équilibre en réparant le dommage causé et en restaurant l'égalité entre les parties. Cette conception aristotélicienne de la justice met l'accent sur son rôle fondamental dans les relations interpersonnelles. La justice n'est pas seulement une vertu individuelle, mais le principe organisateur qui permet l'harmonie sociale et garantit le bon fonctionnement de la cité. Dans un État de droit, la justice semble se résumer à une équation simple, appliquer la loi. Mais cette vision soulève une question fondamentale qui traverse toute la philosophie du droit. Dans un État de droit, le principe fondamental est clair. La justice consiste à appliquer la loi de manière uniforme et impartiale. Le juge devient l'interprète du droit positif, celui qui dit ce qui est conforme aux règles établies par la société. Cependant, l'histoire nous enseigne une leçon troublante. Le droit peut être profondément injuste. Les lois de Nuremberg en Allemagne nazie, l'apartheid en Afrique du Sud ou encore l'esclavage légalisé nous montrent que la légalité ne garantit pas la justice. Cette tension révèle un conflit fondamental entre deux conceptions de la justice. D'un côté, la justice formelle, qui respecte les procédures légales, de l'autre, la justice substantielle, qui évalue le contenu moral des lois elles-mêmes. La question centrale devient alors, suffit-il d'obéir à la loi pour être juste? Cette interrogation nous amène à distinguer entre la légalité, qui concerne la conformité aux règles établies, et la légitimité, qui questionne la validité morale de ces règles. Ainsi, la justice ne peut se réduire à la simple application du droit. Elle exige une réflexion critique sur la valeur morale des lois elles-mêmes. Cette tension entre droit positif et justice morale ouvre la voie à des questions essentielles sur la désobéissance civile et la résistance aux lois injustes. La désobéissance civile représente l'un des concepts les plus fascinants et controversés de la philosophie politique et juridique. Elle pose une question fondamentale. Avons-nous le droit, voire le devoir, de désobéir à une loi que nous jugeons injuste? La désobéissance civile se définit comme un refus pacifique et délibéré d'obéir à une loi ou à un ordre gouvernemental, motivé par la conviction que cette loi est moralement injuste. Elle se distingue de la simple rébellion par son caractère non violent, public et assumé. Henry David Thoreau, philosophe américain du 19e siècle, est considéré comme le père de la désobéissance civile moderne. En 1846,
Il refuse de payer ses impôts pour protester contre l'esclavage et la guerre du Mexique. Son emprisonnement d'une nuit lui inspire son célèbre essai sur la désobéissance civile. Mahatma Gandhi transforme les idées de Thoreau en mouvement de masse. Sa philosophie du satyagraha, ou force de la vérité, combine désobéissance civile et non-violence active. La marche du sel de 1930, où Gandhi défie le monopole britannique sur le sel, illustre parfaitement cette approche. Un acte simple, mais symboliquement puissant de désobéissance. La désobéissance civile repose sur 4 principes fondamentaux. Premièrement, la non-violence absolue. Elle rejette toute forme de violence physique. Deuxièmement, son caractère public. Elle ne se cache pas, mais s'affiche ouvertement. Troisièmement, l'acceptation des conséquences légales. Le désobéissant accepte d'être puni. Enfin, la motivation morale. Elle invoque une justice supérieure à la loi positive. La désobéissance civile met en lumière une tension fondamentale entre 2 conceptions du droit. D'un côté, la loi positive, qui émane de l'autorité légitime et doit être respectée par tous pour maintenir l'ordre social. De l'autre, la justice morale, qui transcende les lois humaines et fait appel à la conscience individuelle, pouvant justifier la désobéissance à des lois injustes. La désobéissance civile demeure profondément pertinente aujourd'hui. Des mouvements écologistes comme Extinction Rebellion aux défenseurs des droits civiques, en passant par ceux qui aident les migrants malgré les interdictions légales, la question reste actuelle. Dans quelles circonstances la conscience individuelle peut-elle légitimement primer sur l'obéissance à la loi? Cette tension entre légalité et légitimité continue de défier nos sociétés démocratiques. Cette question fondamentale divise les philosophes du droit depuis des siècles. Existe-t-il des droits qui seraient justes par nature, indépendamment de toute autorité humaine? Ou bien le droit ne tire-t-il sa validité que de son origine institutionnelle? Le droit naturel postule l'existence de droits inhérents à l'être humain. Selon cette conception, certains droits existent par nature, avant même toute organisation sociale ou politique. Les droits naturels classiques incluent le droit à la vie, à la liberté et à la propriété. Ces droits sont considérés comme antérieurs à toute organisation politique et constituent les fondements de la légitimité du pouvoir. À l'opposé, le positivisme juridique considère que le droit émane uniquement d'une autorité souveraine ou d'un système institutionnel autonome. Pour les positivistes, il n'existe pas de droit naturel. Seul le droit positif, c'est-à-dire le droit effectivement en vigueur, a une validité juridique. Cette opposition fondamentale peut être visualisée par leur conception différente de la validité du droit. Le droit naturel considère qu'une loi n'est valide que si elle est moralement correcte, tandis que le positivisme juridique estime qu'une loi est valide si elle respecte les procédures établies. Cette opposition soulève des questions fondamentales sur la source de la justice et sa légitimité. Si le droit naturel existe, alors certaines lois positives peuvent être injustes par nature. Si seul le positivisme juridique est valide, alors la justice se réduit à l'application correcte des procédures légales. Cette tension entre droit naturel et positivisme juridique reste au cœur des débats contemporains sur la justice. Elle influence notre compréhension de la désobéissance civile, des droits de l'homme et de la légitimité des institutions juridiques. La question demeure: le droit tire-t-il sa force de sa conformité à une justice naturelle ou de sa seule origine institutionnelle? Le droit naturel représente l'une des conceptions les plus fondamentales de la philosophie juridique. Il postule l'existence de droits et de principes universels, antérieurs et supérieurs aux lois positives créées par les hommes. La tragédie d'Antigone de Sophocle illustre parfaitement le conflit entre droit naturel et droit positif. Antigone refuse d'obéir à l'édit du roi Créon, qui interdit d'enterrer son frère Polynice. Pour Antigone, il existe des lois non écrites et divines qui sont supérieures aux décrets humains. Elle déclare: « Ce ne sont pas les lois de Zeus qui ont parlé par ta bouche, ni la justice qui siège auprès des dieux d'en bas. » John Locke, philosophe anglais du XVIIe siècle, développe une théorie systématique des droits naturels. Pour lui, ces droits sont inhérents à la nature humaine et précèdent toute organisation sociale.
Locke identifie trois droits naturels fondamentaux: le droit à la vie, le droit à la liberté et le droit à la propriété. Ces droits sont inaliénables et constituent le fondement de toute société légitime. Pour Locke, l'État n'existe que pour protéger ces droits naturels. Si un gouvernement viole ces droits fondamentaux, les citoyens ont le droit de résistance et même de révolution. Jean-Jacques Rousseau adopte une approche critique du droit naturel. Il dénonce comment le droit positif peut institutionnaliser et légitimer l'inégalité sociale. Dans son discours sur l'inégalité, Rousseau montre comment la propriété privée et les lois qui la protègent créent et perpétuent les inégalités. Il affirme que le premier qui, ayant enclos un terrain, s'avisa de dire « ceci est à moi », fut le vrai fondateur de la société civile. Ces trois penseurs illustrent la richesse et la complexité du concept de droit naturel. Antigone invoque la loi divine, Locke systématise les droits individuels et Rousseau critique l'usage du droit pour justifier l'inégalité. Le droit naturel demeure ainsi un concept fondamental qui interroge la légitimité du droit positif et affirme l'existence de principes universels de justice, qu'ils soient d'origine divine, rationnelle ou critique. Le positivisme juridique représente une approche fondamentale du droit qui s'oppose au droit naturel. Cette théorie considère que le droit n'existe que par sa création par une autorité compétente, indépendamment de toute considération morale. Thomas Hobbes, philosophe anglais du XVIIe siècle, développe une conception révolutionnaire du droit. Pour lui, le droit ne peut exister que par l'autorité d'un souverain absolu. Selon Hobbes, dans l'état de nature, les hommes vivent dans une guerre perpétuelle de tout contre tous. Pour échapper à cette condition, ils concluent un contrat social et transfèrent leur pouvoir à un souverain absolu. Dans cette conception, le droit découle entièrement de la volonté du souverain. Il n'y a pas de droit au-dessus de l'autorité souveraine. Les lois sont valides non pas parce qu'elles sont justes, mais parce qu'elles émanent du pouvoir légitime. Hans Kelsen, juriste autrichien du XXe siècle, propose une approche différente du positivisme juridique. Sa théorie pure du droit vise à étudier le droit comme un système autonome, indépendant de la politique et de la morale. Pour Kelsen, le droit forme un système cohérent de normes organisées hiérarchiquement. Au sommet se trouve la norme fondamentale, ou Grundnorm, qui donne validité à tout l'ordre juridique. Cette hiérarchie des normes montre comment chaque niveau tire sa validité du niveau supérieur. Une loi est valide si elle respecte la Constitution, qui elle-même tire sa validité de la norme fondamentale. Bien que tous deux positivistes, Hobbes et Kelsen diffèrent sur plusieurs points fondamentaux. Hobbes ancre le droit dans l'autorité politique du souverain, tandis que Kelsen le conçoit comme un système autonome de normes. Le positivisme juridique a des implications profondes pour notre compréhension de la justice. Dans cette perspective, la justice se réduit à la conformité aux lois en vigueur, indépendamment de leur contenu moral. Cette approche permet une étude objective du droit, mais soulève des questions sur la relation entre légalité et légitimité, entre ce qui est légal et ce qui est juste. La justice, l'équité et l'égalité sont trois concepts fondamentaux souvent confondus, mais qui présentent des distinctions essentielles. Comprendre ces différences est crucial pour saisir les nuances de la pensée juridique et morale. L'égalité consiste à traiter tous les individus de manière identique, sans distinction. L'équité adapte le traitement aux circonstances particulières de chaque situation. La justice, quant à elle, vise à respecter à la fois le droit et la notion de mérite. Cette illustration classique montre parfaitement les distinctions. Dans l'égalité, chacun reçoit la même chose. Dans l'équité, chacun reçoit ce dont il a besoin selon sa situation. Dans la justice, les obstacles systémiques sont supprimés pour que chacun puisse réussir par ses propres moyens. Aristote distingue deux types de justice. La justice arithmétique applique la même règle à tous, sans distinction. C'est l'égalité formelle. La justice proportionnelle, elle, tient compte des différences de situation, de mérite ou de besoin. Elle adapte le traitement selon les circonstances particulières. L'équité joue un rôle de correctif face à la rigidité de la loi générale.
Quand l'application stricte de la loi produirait une injustice dans un cas particulier, l'équité permet d'adapter la règle. Elle humanise le droit en tenant compte des circonstances spécifiques de chaque situation. La justice distributive s'interroge sur la répartition équitable des biens, des droits et des charges dans la société. Elle oppose l'égalitarisme strict, qui prône une répartition égale, à la justice méritocratique, qui distribue selon le mérite ou les besoins. Cette distinction est fondamentale dans les débats politiques contemporains. Ces trois concepts ne s'opposent pas, mais se complètent dans une vision nuancée de la justice. L'égalité pose le principe de base, l'équité apporte la flexibilité nécessaire, et la justice intègre les considérations de mérite et de proportionnalité. Comprendre ces distinctions permet d'appréhender la complexité des enjeux juridiques et moraux contemporains. Aristote développe une conception révolutionnaire de l'équité, qu'il nomme epieikeia en grec. Pour lui, l'équité n'est pas simplement l'application mécanique de la loi, mais la capacité à corriger cette loi générale lorsqu'elle produit une injustice dans un cas particulier. Le concept d'équité chez Aristote repose sur une observation fondamentale. La loi, par sa nature générale, ne peut prévoir tous les cas particuliers. Elle établit des règles universelles, mais la réalité humaine est complexe et nuancée. Imaginons une loi générale qui établit une sanction uniforme pour un type d'infraction. Cette loi, dans sa généralité, ne peut tenir compte de toutes les circonstances particulières qui peuvent rendre son application injuste dans certains cas spécifiques. C'est ici qu'intervient l'équité aristotélicienne. Face à cette tension entre la généralité de la loi et la particularité des situations, l'équité permet de corriger l'application rigide de la loi pour éviter l'injustice. Le juge, selon Aristote, devient alors l'incarnation vivante de l'équité. Il ne se contente pas d'appliquer mécaniquement la loi, mais il l'interprète et l'adapte selon les circonstances particulières du cas qui lui est soumis. Cette correction ne signifie pas que le juge ignore la loi, mais qu'il l'applique avec discernement. Il peut atténuer une sanction, modifier une procédure ou adapter l'application de la règle pour que justice soit rendue de manière plus juste. Prenons un exemple concret pour illustrer cette notion. Supposons une loi qui stipule que tout vol est puni de 6 mois de prison. Cette loi, dans sa généralité, semble juste et nécessaire pour protéger la propriété. Mais imaginons maintenant le cas d'une mère de famille qui vole du pain pour nourrir ses enfants affamés. L'application stricte de la loi conduirait à emprisonner cette mère, ce qui aggraverait la situation des enfants et créerait une injustice manifeste. C'est ici que l'équité aristotélicienne intervient. Le juge équitable reconnaîtra que, bien que l'acte soit techniquement un vol, les circonstances exceptionnelles justifient une atténuation de la peine, voire une suspension de celle-ci. Cette conception aristotélicienne de l'équité a des implications philosophiques profondes. L'équité ne remplace pas la loi, elle la complète. Elle révèle l'intention véritable du législateur qui, s'il avait pu prévoir ce cas particulier, aurait probablement prévu une exception. L'équité humanise ainsi l'application du droit et préserve l'esprit de justice face à la rigidité potentielle de la lettre de la loi. Elle constitue un pont entre la règle abstraite et la réalité concrète de l'existence humaine. Cette conception aristotélicienne de l'équité reste d'une pertinence remarquable dans nos systèmes juridiques contemporains. Elle se retrouve dans le pouvoir d'appréciation accordé au juge, dans la reconnaissance des circonstances atténuantes et dans le principe de proportionnalité des peines. L'équité aristotélicienne nous rappelle que la justice véritable ne réside pas dans l'application aveugle de règles, mais dans la recherche constante d'un équilibre entre la nécessité de la loi générale et la prise en compte des particularités humaines. La question du mérite dans la justice oppose deux visions philosophiques fondamentales, celle de Platon, qui privilégie l'ordre naturel, et celle de Rawls, qui met l'accent sur l'équité. Nous allons explorer comment Platon et Rawls conçoivent différemment la relation entre justice et mérite, avec des implications profondes pour l'organisation sociale. Pour Platon, la justice consiste à ce que chaque individu occupe la place qui correspond à sa nature et à ses compétences. Cette vision hiérarchique de la société
repose sur l'idée que les différences naturelles justifient des rôles sociaux distincts. Dans la République idéale de Platon, la société se divise en 3 classes. Les dirigeants philosophes qui possèdent la sagesse, les gardiens soldats qui incarnent le courage et les producteurs qui pratiquent la tempérance. Chaque classe a sa fonction spécifique selon ses aptitudes naturelles. Cette conception méritocratique implique que la justice réside dans l'harmonie sociale où chacun accomplit sa fonction naturelle, sans chercher à occuper une place qui ne lui correspond pas. John Rawls propose une conception radicalement différente, la justice comme équité. Pour lui, une société juste doit garantir l'égalité des chances et compenser les inégalités naturelles plutôt que de les consacrer. Rawls établit 2 principes fondamentaux. D'abord, l'égalité des libertés fondamentales pour tous. Ensuite, le principe de différence qui n'accepte les inégalités que si elles bénéficient aux plus défavorisés de la société. Cette distinction entre égalité et équité est cruciale. L'égalité donne la même chose à tous, tandis que l'équité donne à chacun ce dont il a besoin pour avoir les mêmes opportunités réelles. Ces 2 conceptions s'opposent fondamentalement. Platon voit la justice dans l'ordre naturel et la hiérarchie selon les aptitudes innées, tandis que Rawls la conçoit comme équité, cherchant à compenser les inégalités naturelles. Pour Platon, le mérite découle de la nature et justifie une position sociale fixe. Pour Rawls, le mérite véritable ne peut s'exprimer que dans un contexte d'égalité des chances, où les talents naturels bénéficient à toute la société. Cette opposition entre Platon et Rawls reste d'une actualité brûlante. Comment concilier la reconnaissance du mérite individuel avec l'exigence de justice sociale équitable? Cette question traverse tous les débats contemporains sur l'éducation, l'emploi et la redistribution. Les théories contemporaines de la justice se sont enrichies grâce aux contributions majeures de 3 philosophes, John Rawls, Michael Sandel et Amartya Sen. Chacun propose une approche distincte qui transforme notre compréhension de ce qu'est une société juste. John Rawls révolutionne la philosophie politique avec sa théorie de la justice en 1971. Michael Sandel développe une critique communautarienne du libéralisme abstrait. Amartya Sen propose l'approche par les capacités, centrée sur les libertés réelles des individus. John Rawls établit 2 principes fondamentaux de justice. Le premier principe garantit un ensemble étendu de libertés fondamentales égales pour tous. Le second principe, appelé principe de différence, accepte les inégalités uniquement si elles améliorent la situation des plus défavorisés. Michael Sandel développe une critique communautarienne du libéralisme de Rawls. Il argue que l'individu ne peut être conçu indépendamment de sa communauté. L'identité personnelle est socialement construite, et nos obligations envers la communauté sont constitutives de qui nous sommes. Amartya Sen développe l'approche par les capacités, qui met l'accent sur ce que les personnes peuvent réellement faire et être. Il distingue les capacités qui sont les opportunités réelles des fonctionnements qui sont les réalisations effectives. Sen privilégie la liberté substantielle plutôt que la liberté purement formelle. Ces 3 approches sont complémentaires et enrichissent considérablement notre réflexion sur la justice. Rawls fournit un cadre théorique rigoureux avec ses principes de justice. Sandel apporte la dimension communautaire, souvent négligée. Sens se concentre sur les résultats concrets et les capacités réelles des individus. Ensemble, elles offrent une vision plus complète de ce qu'est une société juste. John Rawls, philosophe américain du XXe siècle, a révolutionné la pensée politique avec sa théorie de la justice. Son œuvre majeure, publiée en 1971, propose une méthode originale pour concevoir une société juste, le voile d'ignorance. Rawls cherche à répondre à une question fondamentale. Comment organiser une société de manière juste et équitable? Sa réponse repose sur une expérience de pensée révolutionnaire qui nous invite à imaginer choisir les règles de société sans connaître notre place future dans cette société. Le voile d'ignorance est une expérience de pensée fascinante. Imaginez que vous devez choisir les principes fondamentaux qui régiront votre société, mais derrière un voile qui vous cache toute information sur votre identité future. Votre classe sociale, vos talents, votre richesse,
même vos valeurs personnelles. Derrière le voile d'ignorance, les délibérateurs ignorent des informations cruciales sur eux-mêmes. Ils ne connaissent ni leur place dans la société, ni leur classe sociale, ni leur fortune. Ils ignorent également leur conception du bien, leur talent naturel et même l'organisation générale de leur société. Cette situation hypothétique s'appelle la position originelle. C'est un état de départ équitable où tous les participants sont également représentés. Contrairement à la justice procédurale imparfaite comme un procès pénal, la position originelle vise une justice procédurale pure comme un jeu équitable. Rawls démontre que des personnes rationnelles, placées derrière le voile d'ignorance, choisiraient deux principes fondamentaux. Le premier garantit des libertés égales pour tous. Le second, appelé principe de différence, n'accepte les inégalités que si elles bénéficient aux plus défavorisés. Cette méthode garantit l'impartialité, car elle élimine tous les biais personnels. Ne connaissant pas leur position future, les individus ne peuvent pas favoriser leur propre classe sociale. Ils sont forcés de considérer tous les scénarios possibles et choisissent donc des règles équitables pour tous, créant ainsi une société véritablement juste. La théorie de Rawls offre une méthode objective et rationnelle pour concevoir une société juste. Elle a profondément influencé la philosophie politique contemporaine et continue de servir d'outil pratique pour évaluer l'équité des politiques publiques. Le voile d'ignorance reste l'une des expériences de pensée les plus puissantes de la philosophie moderne. Amartya Sen, économiste et philosophe indien, prix Nobel d'économie en 1988, propose une approche révolutionnaire de la justice qui se distingue radicalement des théories abstraites traditionnelles. Sen développe sa théorie en réaction aux approches purement théoriques de la justice, notamment celle de John Rawls. Il critique l'accent mis sur les institutions parfaites et les principes abstraits. Sen oppose deux approches fondamentalement différentes. D'un côté, les théories abstraites qui se concentrent sur des principes universels et des institutions parfaites. De l'autre, son approche pragmatique qui privilégie les résultats concrets et les capacités effectives des individus. Au cœur de la théorie de Sen se trouve le concept de capacité. Pour lui, les capacités représentent les libertés substantielles dont jouit une personne pour mener le type de vie qu'elle a des raisons de valoriser. Sen identifie plusieurs capacités fondamentales. Être en bonne santé, accéder à l'éducation, participer à la vie sociale et politique, se déplacer librement. Ces capacités constituent les éléments essentiels d'une vie humaine digne. Sen établit une distinction cruciale entre les ressources que possède une personne et ses capacités effectives. Avoir de l'argent ou des droits formels ne garantit pas automatiquement la capacité réelle d'agir et de vivre dignement. La conversion des ressources en capacités dépend de nombreux facteurs. Les caractéristiques personnelles, comme l'âge ou le handicap, l'environnement social, incluant les discriminations, et l'environnement physique, comme le climat ou les infrastructures. L'approche de Sen transforme notre compréhension des politiques publiques. Prenons l'exemple de l'éducation. Il ne suffit pas de garantir l'accès gratuit à l'école. Il faut s'assurer que chaque enfant peut effectivement apprendre et développer ses talents. L'approche de Sen repose sur trois principes fondamentaux. Se concentrer sur les résultats concrets plutôt que sur les procédures formelles, porter attention aux inégalités de capacité et non seulement de revenus, et prendre en compte la diversité humaine dans toute sa complexité. Ainsi, Amartya Sen révolutionne la pensée sur la justice en proposant une approche pragmatique centrée sur les capacités effectives. Sa théorie offre un cadre d'analyse plus riche et plus nuancé pour évaluer le bien-être et la justice dans nos sociétés contemporaines. La justice représente l'un des concepts les plus complexes et fondamentaux de notre société. Elle ne se limite pas à une seule dimension, mais s'articule autour de trois aspects interconnectés et complémentaires. La justice se manifeste d'abord comme un concept juridique concernant l'application du droit et le fonctionnement des institutions judiciaires. Elle constitue également un idéal moral, incarnant nos aspirations à l'équité, à la dignité humaine et aux valeurs éthiques fondamentales. Enfin, la justice revêt une dimension politique essentielle,
organisant les rapports sociaux et questionnant la légitimité des institutions qui exercent le pouvoir. Explorons maintenant chacune de ces dimensions en détail pour comprendre leur complexité et leurs interactions. La dimension juridique de la justice concerne l'application concrète du droit positif. Elle se matérialise à travers le fonctionnement des institutions judiciaires, les procédures établies et les mécanismes de sanction et de réparation. Passons maintenant à la dimension morale de la justice, qui transcende le cadre purement légal. La dimension morale de la justice repose sur des idéaux d'équité et de dignité humaine. Elle interroge la relation complexe entre la loi positive et les valeurs éthiques, notamment la distinction fondamentale entre égalité formelle et équité substantielle. La troisième dimension, politique, nous amène à considérer la justice comme organisatrice des rapports sociaux. La dimension politique de la justice concerne l'organisation des rapports sociaux et questionne la légitimité des institutions qui exercent le pouvoir. Elle aborde la distribution des ressources, l'équilibre entre liberté individuelle et autorité collective. Ces trois dimensions ne sont pas isolées, mais forment un système complexe d'interaction et de tension. Cette synthèse révèle que la justice interroge constamment la relation entre loi et morale, l'équilibre délicat entre égalité formelle et équité substantielle, ainsi que la légitimité des institutions qui exercent le pouvoir dans nos sociétés. Comprendre la justice comme concept multidimensionnel permet d'appréhender sa complexité et les défis contemporains qu'elle doit relever dans nos sociétés démocratiques. La réflexion sur la justice nous conduit naturellement vers des questions fondamentales qui dépassent le cadre strictement juridique. Cette ouverture nous invite à explorer les liens profonds entre morale, État et désobéissance civile. Cette section explore trois dimensions essentielles qui émergent de notre étude de la justice. La dimension morale avec la notion de devoir, la dimension politique avec l'État et sa légitimité, et la dimension critique avec la désobéissance civile. Premièrement, la justice nous confronte à la question de la morale et du devoir. Comment nos obligations morales personnelles s'articulent-elles avec les exigences de la justice sociale? Cette relation complexe entre morale personnelle et justice sociale révèle que nos devoirs moraux ne se limitent pas à nos convictions privées, mais s'étendent à notre responsabilité envers la communauté et l'ordre juste. Deuxièmement, la question de la justice nous amène à interroger l'État lui-même. Quel est son fondement? D'où tire-t-il sa légitimité pour imposer des lois et exercer la contrainte? Ces différentes conceptions de la légitimité étatique montrent que l'autorité de l'État n'est jamais donnée d'avance, mais doit constamment se justifier par sa capacité à réaliser la justice et à servir l'intérêt général. Troisièmement, cette réflexion nous conduit à la question cruciale de la désobéissance civile. Quand est-il légitime, voire nécessaire, de résister à une loi ou à un ordre injuste? La désobéissance civile révèle une tension fondamentale. Elle affirme simultanément le respect du droit en général et la nécessité de résister à des lois particulières jugées injustes. Cet paradoxe apparent illustre la complexité des rapports entre légalité et légitimité. Ces trois dimensions, morale, État et désobéissance, convergent vers des enjeux éthiques et politiques majeurs qui caractérisent nos sociétés contemporaines. Cette ouverture sur la morale, l'État et la désobéissance civile montre que la justice n'est pas seulement un concept théorique, mais un enjeu vivant qui interpelle chaque citoyen dans sa relation à l'autorité, à la loi et à sa conscience morale. Ces questions restent ouvertes et continuent d'alimenter les débats philosophiques, juridiques et politiques de notre époque, nous rappelant que la quête de justice est un processus permanent qui exige vigilance et engagement de la part de tous. Les défis contemporains de la justice dépassent largement les frontières traditionnelles du droit. Aujourd'hui, nous devons repenser la justice à travers trois dimensions cruciales: sociale, climatique et internationale. La justice sociale vise à corriger les inégalités structurelles de nos sociétés. Elle englobe la lutte contre la pauvreté, l'accès équitable aux services publics et la garantie des droits sociaux fondamentaux, comme l'éducation, la santé et le logement. Les défis sont immenses. Plus d'1 milliard de personnes vivent encore dans l'extrême pauvreté,
tandis que les inégalités de richesse atteignent des niveaux historiques dans de nombreux pays développés. La justice climatique révèle une contradiction fondamentale. Ceux qui contribuent le moins au changement climatique en subissent les conséquences les plus graves. Cette intersection entre justice sociale et enjeux environnementaux crée de nouveaux impératifs moraux. Le principe de responsabilité différenciée reconnaît que les pays industrialisés, responsables de la majorité des émissions historiques, ont une obligation particulière d'aide envers les pays vulnérables qui subissent les impacts climatiques sans en être les principaux responsables. La justice internationale tente d'établir un ordre juridique mondial basé sur les droits humains universels. Elle s'appuie sur diverses institutions comme la Cour internationale de justice et la Cour pénale internationale. Cependant, la justice internationale fait face à des défis considérables. Tensions entre souveraineté nationale et universalité des droits, capacité d'enforcement limitée et résistance de certains États à reconnaître ces juridictions. Ces trois dimensions de la justice ne peuvent être traitées isolément. Les objectifs de développement durable illustrent parfaitement cette interconnexion, montrant comment justice sociale, environnementale et internationale se renforcent mutuellement. Une approche holistique est donc nécessaire. On ne peut résoudre les inégalités sociales sans tenir compte des enjeux climatiques, ni établir une justice climatique efficace sans coopération internationale renforcée. En conclusion, les défis contemporains de la justice nous obligent à repenser fondamentalement nos conceptions traditionnelles. Justice sociale, climatique et internationale forment un triptyque indissociable qui définira l'avenir de nos sociétés. La justice du XXIe siècle sera nécessairement globale, intégrée et solidaire. Les réformes judiciaires récentes transforment profondément le paysage juridique français. Examinons ces changements structurels majeurs. Depuis 2020, le système judiciaire français connaît des transformations majeures visant à moderniser son fonctionnement et améliorer son efficacité. La réforme de 2020 a marqué un tournant historique avec la fusion des tribunaux d'instance et de grande instance. Cette unification crée les nouveaux tribunaux judiciaires, simplifiant l'organisation territoriale de la justice. Cette fusion permet une meilleure coordination des procédures et une simplification pour les justiciables qui n'ont plus à déterminer la juridiction compétente selon le montant de leur litige. Le décret de novembre 2024 représente une évolution significative en élargissant considérablement les cas où un juge unique peut statuer, remplaçant la formation collégiale traditionnelle. Cette extension couvre désormais les affaires simples, les procédures urgentes, les litiges de faible complexité et diverses mesures conservatoires, accélérant significativement le traitement judiciaire. Cette réforme permet une justice plus réactive, tout en maintenant les garanties procédurales essentielles. Le juge unique dispose de la même autorité et des mêmes pouvoirs que la formation collégiale. Ces réformes poursuivent trois objectifs principaux. Améliorer l'efficacité de la justice en réduisant les délais de traitement, simplifier les procédures pour les justiciables et renforcer l'accessibilité de la justice. L'impact de ces réformes est déjà mesurable. Une réduction estimée de 20 à 30% des délais de jugement, une diminution significative des coûts administratifs et une amélioration notable de la satisfaction des usagers de la justice. Ces transformations structurelles marquent une modernisation profonde du système judiciaire français, adaptant l'institution aux défis contemporains tout en préservant les principes fondamentaux du droit et de la justice. La révolution numérique transforme profondément le système judiciaire français. Aujourd'hui, plus de 75% des tribunaux utilisent des solutions numériques pour moderniser leurs procédures. La digitalisation des procédures judiciaires révolutionne le fonctionnement des tribunaux. Les salles d'audience modernes intègrent désormais des écrans, des systèmes de vidéoconférence et des outils de gestion électronique des dossiers. L'intelligence artificielle révolutionne la pratique juridique. Les systèmes d'IA peuvent désormais analyser des milliers de décisions judiciaires pour prédire les issues probables des procès et fournir des conseils juridiques de base aux professionnels du droit.
Cette transformation numérique ouvre la voie à une justice plus accessible et efficace. Cependant, elle soulève aussi des questions importantes sur la protection des données, les biais algorithmiques et la nécessité de former les professionnels du droit aux nouvelles technologies. La numérisation de la justice et l'intelligence artificielle transforment fondamentalement le système judiciaire. Cette révolution technologique promet une justice plus efficace, accessible et transparente, tout en préservant les valeurs fondamentales d'équité et d'impartialité.